C'est parti. Romain, salut. Salut! Alors, tu es un spécialiste du paddle. J'ai noté un petit peu des choses, donc je vais te présenter. S'il y a des choses qui sont inexactes ou si tu veux compléter, tu n'hésites pas. Donc, tu t'appelles Romain Taupin, tu es consultant indépendant sur le paddle. Tu es créateur du site qui s'appelle Paddelnomics. Donc, comme son nom l'indique, il est spécialisé sur l'économie du paddle, en France peut-être, ou en C'est Europe, en dans le France monde. et un peu en Europe. OK. Tu as été moniteur de padel, ça c'est intéressant, pendant 5 ans J'ai donné des cours en Espagne, en effet. en Espagne et avant ça, tu étais commercial pour une entreprise qui vendait, des terrains de padel, la construction des terrains de padel. C'était en même temps. Pour tout te dire, D'accord. quand j'ai OK. découvert le paddle, je suis devenu moniteur et en parallèle, j'ai commencé à vendre des terrains de paddle. Et vu que D'accord. j'étais économiste de formation, eh bien, j'ai commencé à créer les premières datas sur le marché français et européen. Et j'ai mis tout ça sur un site internet Paddelonomics. Et ça m'a amené à me faire contacter par des fonds d'investissement, des entrepreneurs qui voulaient créer des centres de paddle, même des mairies, des clubs de tennis, etc. Mmh. OK, OK. Du coup, bah, j'avais une première question, mais peut-être qu'avant, c'est une question à laquelle tu réponds assez souvent. Est-ce qu'on peut retracer rapidement, l'historique du padel en France? Parce que là, nous, on est, axé vraiment enseignant Bien sûr. de France et peut-être le rôle de la fédération là-dedans, à quel moment ça surgit, comment ça s'est organisé, et cetera? Ok. Alors, le paddle arrive du Mexique dans les années 70, débarque en Argentine et en Espagne, ce sont les deux pays poumons du Mmh, paddle. Et en France, en fait, ça arrive assez tôt, ça arrive dans les années 90. d'accord. Il y a une centaine de clubs qui se développent avec les mondiaux qui ont lieu à Toulouse en l'an 2000. Donc il y avait Mmh. quand même une petite place du paddle en France. Et en fait, dans les années 2000, après, bah, la vague n'a pas pris. Ça s'est éteint petit à petit. Il y avait une fédération indépendante. Oui. Il y a des pionniers qui ont relancé la machine dans les années 2010-2015. OK. La FFT prend le paddle dans son giron en 2014, rachète en fait la fédération pour un euro symbolique qui était endetté. Et depuis là 2015, donc il y a une première vague de pionniers qui relance tout ça. Et depuis le Covid, bah, là il y a une vraie accélération de la croissance Mmh. du paddle. Et là on est vraiment au début. On est passé en gros de 150 à 200 terrains installés par an à 600 en 2023, 850 en 2024. Et là on devrait dépasser les 1000. Et on est aujourd'hui à date à 3450 terrains de paddle D'accord. déjà. Et ça, je crois Euh, que tu dis que c'est des terrains qui sont surtout des terrains qui appartiennent à des privés, j'ai envie de dire à des vrais privés, puisque les clubs associatifs, ça reste du droit marchand privé, mais ce sont des clubs municipaux. Et toi, tu dis, si j'ai bien compris, en totalisant le nombre de terrains, qu'il y a plus de terrains aujourd'hui dans le privé que dans les clubs de tennis municipaux. Alors oui, aujourd'hui, on est à 60, on est presque à 60-40, 60 dans le privé-privé, comme tu dis, on va pour différencier, et Mm, l'association privée de tennis. Donc moi, souvent, pour simplifier, je dis public versus privé, même si c'est pas exact en termes juridiques, je comprends. mais je dis 60% dans le privé pur, 40% dans le public tennis. Et à cette vitesse de construction, parce que le privé est en train de construire plus vite que le public, eh bien, on devrait avoir 70% des terrains en 2027-2028 qui sont dans le privé. Parce que le public, le tennis, en fait, il attend beaucoup de subventions des mairies. Et Mhm, avec la crise économique aujourd'hui, eh ben, il y a moins d'argent. La FFT aide un peu, mais ça reste quand même des montants qui sont peu significatifs, mm, à part sur quelques projets clés, mais sinon, ce n'est pas suffisant pour lancer des gros projets. Donc, ce qui mhm, fait qu'on a un développement avec deux acteurs, avec deux stratégies différentes. Le privé qui fait des gros centres sur des grosses agglomérations, 6 terrains, etc. mhm, Le public, c'est généralement des clubs des projets de 1-2 terrains, mais qui sont parsemés sur tout le territoire. Donc on pourrait dire que c'est assez complémentaire, parce qu'au final, le public ne fait pas tellement de concurrence aujourd'hui à date au privé, parce que 1 et 2 terrains, souvent en extérieur, en mhm, plus dans le tennis, mhm. bon, bah, c'est pas suffisant pour être concurrent. Mais par contre, ce qui est bien avec le tennis, c'est que ça parsème le territoire et toutes les zones peuvent avoir accès à un terrain de paddle, parce que le privé ira jamais sur des petites zones de 50 000 habitants, 30 Je 000 habitants. comprends. C'est plus compliqué au niveau de la rentabilité. Mhm. Et dernier détail, 80% des indoors sont dans le privé. Ça, par contre, c'est une data importante. C'est que souvent, je dis le privé est quand même l'acteur numéro un, parce que jouer toute l'année, il n'y a que le privé qui propose. Et Mhm. 80% des terrains, c'est quand même important. OK, OK. Bon, merci pour cette belle introduction. La question que je voulais te poser, c'est effectivement, puisqu'on parle d'enseignement et d'enseignants, aujourd'hui, qui c'est qui enseigne le padel? Alors, dans le privé et, on va dire, dans le public. Est-ce que ce sont deux profils différents, même d'ailleurs, de profs? Pas forcément. Alors,
le prof de tennis qui a le BE, il peut aujourd'hui donner des cours. Alors, je crois qu'il y a un petit flou. J'espère ne Mmh. pas dire trop de bêtises, mais légalement, il pourrait en donner, mais il doit, dans les 3 prochaines années, faire une équivalence d'une semaine, une petite formation. Mmh. Donc, c'est facilité pour lui pour donner des cours. Mais déjà, à l'heure actuelle, je pense qu'un prof de tennis peut légalement donner des cours de paddle parce que, en fait, un prof de tennis BE, il est prof de tennis et discipline associée. Mmh. Vu que le paddle est associé, je crois qu'il peut automatiquement, légalement parlant, donner des cours. OK. Et c'est ce qu'on voit un peu partout. Mmh. Et après, on a les TFP, donc c'est le diplôme de la fédération spécialement pour les non-tennisman, entre guillemets. Et ça dure 9 mois. Et ces gens-là peuvent passer aussi, peuvent donner des cours une fois qu'ils ont le diplôme. Et aussi ceux qui sont passés par le BGEPS, raquette, etc., ce diplôme en 2 ans, avec une spécialité raquette, ils peuvent aussi, s'ils font une équivalence, donner des cours de paddle. Mmh. Qui c'est qui prend des cours de paddle aujourd'hui? Je crois que tu as une théorie, intéressante d'ailleurs, sur le cycle des sportifs de raquettes. Donc est-ce qu'on est sur une population, j'ai envie de dire quarantenaire? Ou Alors voilà, alors, au-delà? la théorie que je disais souvent, c'est que, et qu'on voit dans les pays matures comme en Espagne, c'est que le jeune de 0 à 20 ans, il joue à ce qu'il voit à la télé. Il Mmh. voit LeBron James en NBA, il veut faire du basket, il voit Messi au football, il veut faire du football, il voit Alcaraz au tennis, il rêve Mmh. d'Alcaraz et donc il joue au tennis. Et Mmh. il a le physique pour le faire. À partir de 25-30 ans, bon, on sait qu'on commence à vieillir un peu, on veut s'amuser tout de suite, on est dans l'air quand même du temps de je veux m'amuser tout de suite. Et là, tout d'un coup, on commence à avoir un premier revirement des tennisman, ou joueurs de badminton aussi et le squash, hein, qui commencent à aller sur des sports plus faciles. Mmh. Et le paddle est un sport techniquement plus facile. Mmh. Et on a beaucoup de joueurs de tennis qui ont une seconde carrière dans le paddle, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus être numéro 1 dans le tennis, et ils veulent continuer à être compétitifs à haut niveau dans un autre sport. Et donc, on récupère de 25 à 55 ans, généralement, quand même. Ouais. Les gens sont, voilà, la clientèle a entre 25 et 55 ans à 85%, 90%. Et Mmh. après, aux États-Unis, ce qui est amusant, c'est que le pickleball, c'est plutôt des personnes de plus de 55 ans. La moitié des joueurs réguliers ont plus de 55 ans. Donc, on pourrait presque dire qu'il y a un cycle de vie du joueur de raquette qui est badminton, tennis, squash au début, après paddle et après pickleball. Sachant que j'avais une petite anecdote, c'était que je me souviens d'une joueuse de squash professionnelle qui me disait Romain, en fait, le squash, par exemple, si tu n'as plus de genoux, tu ne peux pas jouer à 2 à l'heure. Mmh. Tu ne peux pas dire je vais faire un petit match en face de quelqu'un. Donc en fait, le jour où tu n'as plus de genoux, tu ne peux plus jouer au squash. Mmh. Et en fait, c'est vrai que le paddle, même en étant un peu blessé, ou le pickle, on peut continuer à jouer jusqu'à un âge très avancé. Le badminton, on peut jouer à 2 à l'heure avec quelqu'un. Mais il y a des sports comme ça, comme le tennis, si on ne peut plus servir, si on a un problème à l'épaule quand même, Mmh. c'est des sports où à un moment, biologiquement parlant, on sera limité un peu dans le temps si on veut quand même s'amuser à être compétitif. Mmh. C'est ma petite OK. théorie. Mais en tout cas, dans les faits, c'est qu'aujourd'hui, le joueur de paddle français, c'est un mec à 80% et entre 25 et 55 ans. Sachant qu'en Espagne, on est plutôt sur du 60-40 en faveur des hommes, mais on reste quand même sur une population qui est adulte. Les moins de 18 ans ne sont pas représentés particulièrement. Ils ont 10% de jeunes, mais par rapport à 4 millions de personnes, ça reste très peu. Et pour moi, je l'explique par le fait qu'un jeune, ça rêve de ce qu'il voit à la télé. Et vu que c'est un sport de double, c'est difficile de faire du marketing et de déifier un joueur en sport de double. C'est-à-dire que, en fait, C'est Alcaraz, vrai, on peut dire, voilà, c'est comme Nadal, ce sont des dieux vivants. LeBron James, c'est un dieu vivant. c'est vrai, Alors c'est vrai. qu'en double, on ne sait pas très bien. On a du mal à mettre ce côté Mmh. marketing en avant. Et pour moi, c'est ça qui freinera, même dans le futur, le développement du paddle, sachant qu'aujourd'hui, en plus, on a toujours les mêmes nationalités qui jouent. On a les mêmes finales, Argentine-Espagne. Donc, c'est quand même pas très amusant aujourd'hui Mmh. d'un Mmh. point de vue storytelling. Ouais, j'ai une question qui me vient parce que c'est vrai qu'en préparant cette interview, j'ai discuté avec bon, des membres du syndicat, d'autres personnes, je leur ai demandé si vous avez des questions. Et quelqu'un m'avait dit, mais j'ai du mal à saisir ça. Nous, dans le tennis, j'ai l'impression qu'on a du mal à donner des cours de tennis en journée. Par contre, pour le padel, quand je vois, alors c'est peut-être une illusion d'optique, j'ai l'impression que les gens sont plus disponibles pour prendre des cours en journée. Est-ce que ça, tu l'as observé ou pas? Euh, alors oui, alors, ça dépend des régions quand même. J'ai des profs qui Surtout, me oui. disent ouais, Romain, toute la journée, je suis pris, et d'autres, pas du tout. Mmh. Sachant qu'en fait, vu qu'il y a une forte demande pour peu d'offres encore, donc il y a trop de joueurs par rapport au terrain qu'on a, les cours du soir à partir de 17h, ce qu'on appelle les heures pleines, donc les heures les plus chères, généralement, le prof, il ne peut pas donner de cours à ces heures-là, parce que ça reste pour les clients, parce que c'est là où on gagne de l'argent. Oui, oui. Donc en fait, le professeur, il n'a que le choix, souvent, de se dire, tu peux développer
ta clientèle entre 9h et 17h. Et à partir souvent de 17-18h, c'est que des cours de 4. Parce que si c'était individuel, il faudrait payer les 40 € l'heure, plus la com, évidemment, le Ouais, salaire je du comprends. professeur. Donc, on arriverait à 100 € l'heure. Donc, ça commence à faire énorme, Oui, oui, énorme tu me pour disais que c'était un sport qui était très business, en fait, le padel. très business. Bah, il est développé quand même par le privé, comme on disait, avec des logiques, avec des loyers qui Mmh. peuvent être de 200 300 000 € par an. C'est des loyers qu'il faut rembourser. Donc, il y a quand même cette logique très business, parce que le but de l'entreprise, là, c'est pas de former des jeunes, on va pas se mentir, c'est de former c'est de faire du business pédagogique. Et c'est pour Mmh. ça que moi, je disais souvent dans le TFP que j'avais vu, les premiers TFP en Occitanie, venant un peu du privé, moi, avec une vision un peu économique, je disais, bah, il manque peut-être un peu dans cette formation le côté business, parce qu'au final, aujourd'hui, on rentre quand même dans une autre ère de la consommation pédagogique. Je ne sais pas au tennis, ce sera intéressant de Mmh. savoir, mais moi, Mmh. je sais que les personnes qui venaient me voir en tant que moniteur, ils me disaient, bah voilà, je veux apprendre la bandera ou le smash en 5 leçons. Ils ne voulaient pas de septembre à juin, chaque semaine quelque chose. Ils voulaient un coup. Ils voulaient changer leur vie en 5 petites leçons, OK, OK. des packs. En fait, ils veulent prendre des packs. Alors, je ne sais pas si au tennis, comment ça change, mais la logique du paddle est quand même assez différente. C'est des personnes qui veulent consommer des packs de 5, 10 cours, et puis c'est tout. Et après, le but, c'est de s'amuser parce qu'on ne veut pas être champion du monde. Et donc, il y a une partie très, très commerciale, quand même. On est le représentant du club et on doit se créer sa propre clientèle pour, d'un pack de 5 cours, le transformer en un pack d'un trimestre ou d'un semestre. Donc, il y a Mmh. quand même ce côté-là. Et il Oui, y a il y a une certains points qui logique sont très bons. privée, business, quoi, assumée, Business pas de problème. assumé, mais qui me paraît pas forcément négative. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un côté où moi j'ai vu beaucoup de clubs de tennis et c'est des histoires vraies. Hein, je vais dans un club de tennis, je dis au gérant, au président, bah, écoutez, il y a le paddle qui peut peut-être permettre plus de social dans votre club, ramener plus d'argent pour refaire vos terres battues, donc pour aider le tennis, etc. Et donc, c'est important pour la rentabilité du club. Et il me rit un peu au nez en mode Romain, si un club de tennis devait être rentable, on fermerait tous. Et ça m'avait choqué un peu parce que je me disais, mais bah, en fait, à un moment, il y a quand même des sous, ils viennent de quelque part, il faut les rentabiliser. Alors oui, il faut évidemment, pour le citoyen, former les jeunes, etc. Donc il y a une mission qui est importante, mais il n'empêche que dans cette mission, il y a aussi une mission que l'argent soit bien utilisé et en tout cas qu'il y ait un aspect commercial, mais pas malsain du commercial pour faire plein de fric, mais en tout cas pour que la structure tienne et puisse être autonome, on va Tout dire. à fait. Du coup, est-ce que ça, c'est pas un peu la stratégie de la FFT? C'est de peut-être de dire à ces clubs: «Construisez des cours de padel». Alors, on a compris que c'est pas eux qui les finançaient majoritairement, mais construisez des cours de padel pour renflouer éventuellement les caisses d'un club de tennis. Est-ce que c'est une stratégie? Je pense que oui. Est-ce que c'est une stratégie qui est assumée par la FFT dans sa communication ou pas? Alors, dans sa communication, la FFT, de toute façon, prend le lead en disant le paddle, c'est nous. Bah, ils sont dans leur giron, donc en fait, aujourd'hui, ils peuvent dire ça. Dans les faits, Oui. ceux qui construisent, donc, on a dit dans le public, c'est les mairies, et le privé, c'est l'investissement privé. Donc, c'est vraiment ça, c'est ceux qui créent vraiment le paddle. Après, d'un point de vue visibilité, la FFT donne de la visibilité au paddle, et donc ça fait croître. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je ne sais pas la stratégie de la FFT, c'est-à-dire qu'à part la communication, Oui. je ne sais pas en coulisses qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en parlant avec des dirigeants de la FFT, on était tous les deux tous d'accord pour dire bah, aujourd'hui, le paddle, en fait, sauve le club de tennis. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas opposé. C'est-à-dire que l'argent, c'est vrai que le paddle permet d'avoir plus d'argent pour un club, ce qui permet de réinvestir dans le club house, donc pour plus de social, ou dans des terres battues, ou dans des terrains de tennis. Donc, en Mmh. fait, moi, je dis Mmh. souvent au club de tennis, il ne faut pas voir le paddle comme quelque chose de négatif, parce qu'en fait, ça va vous donner l'argent que vous n'avez peut-être pas auprès des mairies, pour vous faire le terrain de vos rêves de tennis. Et parfois, il faut un peu casser cette image de non, le paddle, c'est contre moi, alors que même à la FFT, c'est plutôt de dire bah, aujourd'hui, le paddle sauve pas mal de clubs de tennis quand même et les relance. Et dans les journaux, quand on voit souvent des articles de journaux d'un président, il dit voilà, on est passé de 50 licenciés à 150. Il y a à chaque fois cette vague, ce boost financier qui est vachement intéressant pour un club de tennis. Ouais. Donc toi, tu dis que le paddle, finalement, c'est pas vraiment ou totalement, ça va peut-être dépendre des catégories sociales, des catégories d'âge, et cetera. C'est pas forcément un fossoyeur du tennis, puisque de ce côté-là, ça apporte des sous, mais est-ce que de l'autre côté, la question, c'est est-ce que ça siphonne pas non plus certains adhérents? Alors, quand on voit en Espagne, c'est sûr que c'est ça. Il y a plus de licenciés de paddle que de tennis. Et les courbes, ce qui est drôle, enfin, je ne sais pas si c'est drôle, mais les deux courbes se croisent, alors que on dit toujours, voilà, d'avoir une star, ça permet de booster le nombre de licenciés. L'Espagne a eu Nadal pendant 15 ans. On ne peut pas faire meilleure star, à mon avis.
c'est vrai. Et dans toute la carrière de Nadal, le tennis a chuté en Espagne. Et le paddle, qui n'avait pas une star, hein, a décollé. Donc déjà, il y a ce côté, cette vision de dire on va créer des champions pour booster le sport. Je pense que ça a pas mal de limites. Et, je m'égare un peu, je disais ça pour. On parlait de quoi juste avant? Oui, est-ce que c'est un fossoyeur Ah du oui, tennis? voilà. Et donc, voilà, donc on sait que quand même un joueur de tennis à 50, un joueur de paddle à 50%, c'est un joueur de tennis. 40%, on n'a pas les stats exactes, mais on les estime comme ça dans les sondages. Mmh. Euh, Moi, en fait, il y a le tennis et le club de tennis. C'est deux choses différentes. D'accord. Le paddle, les terrains de paddle sauvent le club de tennis. Est-ce que le paddle sauve le tennis? Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être des personnes qui étaient fatiguées du tennis, ils n'auraient pas joué au tennis, qui reviennent au club et donc ça leur donne envie de refaire du tennis et du paddle, donc ils restent quand même dans l'enclos Non, tennis. oui. Euh, Après, je ne crois pas à l'histoire de dire la personne vient au paddle et tout d'un coup il veut rejouer à fond au tennis. Je ne l'ai pas encore vu dans d'autres pays. Donc en fait, c'est plutôt une data. Je ne sais pas que je suis contre ça, mais je ne l'ai pas vu. Donc tant que je ne la vois pas, je ne Ouais, peux tout pas à dire fait, oui, tout à ça fait, peut exister. bien Mais sûr. c'est vrai qu'en fait, on récupère quand même pas mal de joueurs de tennis qui sont fatigués, mais biologiquement parlant, parce qu'ils ont un âge où ils ne peuvent plus, et parce qu'il y a un côté où le tennis est un sport très dur physiquement et mentalement, parce qu'on est seul. J'ai fait 15-20 ans de tennis. C'est quand même. Et puis, c'est une période où, en plus, moi j'ai pas connu les années 80, mais on me disait les années 80, le tennis, c'était social, c'était comme le paddle. On allait au club toute la journée, etc. Moi, j'ai connu à la fin du match le coca. On parlait encore un peu. Et puis, même plus du tout de coca. C'est salut, au revoir. Et je t'ai battu, t'as perdu, t'es tout seul. Mmh. Et c'est vrai que c'est un sport, on se sent quand même très seul. Donc, tout d'un coup, en fait, le paddle, à notre époque, on cherche du plaisir, capte quand même beaucoup plus de personnes. Et je pense que est fossoyeur, mais en fait, c'est pas tellement le paddle qui est fossoyeur, c'est qu'il faut que le tennis ramène du plaisir. En fait, demain, aux États-Unis, c'est le pickleball, mais le tennis, je dis toujours, c'est un sport magnifique. Et la question n'est pas de savoir est-ce que le tennis n'est pas marrant, parce que je pense pas que le tennis soit pas marrant, pour y avoir joué 15 ans, 15-20 ans. Oui. Je pense que c'est simplement sur le terrain, comment rendre ça, tout d'un coup, plus amusant pour une génération qui a changé physiquement et mentalement. Mmh. Mais souvent, je pense que l'erreur de dire ouais, le paddle est plus amusant que le tennis, je dis mais le tennis, c'est Ça dépend pour qui. ouais, voilà, ça dépend pour qui. Et le tennis, c'est quand même un super sport. Donc je ne crois pas que ce soit là vraiment la problématique. Ouais. Est-ce que du coup, si je reviens à l'enseignement, est-ce que quand on est prof de tennis, aller enseigner le padel, est-ce que c'est un peu le salut, tu vois, quoi? Est-ce qu'il y a un côté, ah, je vais me faire plus d'heures, je vais me faire de l'argent, ils payent peut-être mieux, je peux peut-être, voilà, peut-être que les prix sont plus élevés. J'ai l'impression que voilà, Je, le son est plus élevé oui, aussi. alors je ne sais pas combien on gagne au tennis, mais c'est Mmh. vrai que dans les personnes qui me parlent, il y en a beaucoup qui se disent voilà, je suis un peu cramé du tennis, je veux avoir voilà, que ce soit financièrement, mais aussi en fait une nouvelle vague de fraîcheur, un nouveau sport. Ils disent bah, moi je me lance à fond dans le paddle parce que c'est social. Ce que j'ai perdu dans le tennis, je récupère dans le paddle. Et c'est vrai que financièrement, bah, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes dans le paddle. Je ne sais pas si c'est dans le tennis, mais en tout cas dans le paddle, c'est sûr que j'ai des profs qui peuvent marger parce qu'on est quand même sur des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, plus que la moyenne dans mes sondages. 50% des répondants sur mes réseaux sociaux, ils gagnent plus de 2500 net. Donc c'est Mmh. plus déjà que la médiane française qui a 1900 ou 2000 euros. Mmh. Et on est quand même sur une sorte de nouveau golf dans certaines villes. Bordeaux, Paris, c'est des personnes qui. Parce que le paddle, enfin, je trouve que le paddle, c'est un sport qui est cher. On paye. Alors à Paris, c'est 20 euros la session, mais en province, on peut payer entre 13 et 15 euros. Si on joue 2 fois par semaine, plus la petite bière, etc., ça fait très vite un budget à plus de Oui, 100 c'est vrai. euros par mois. Oui. Donc on est sur une population quand même riche qui est prête à payer au final pour des cours plus chers. J'ai des cours individuels parfois à 80 euros. Je vois des profs et je me dis, tiens, mais moi, j'ai pas les moyens de me payer un prof à 80 euros. Quoi. Oui, à En mon plus, avis, c'est pas le ouais. Enfin, peut-être, je sais pas où c'est, ça dépend, parce qu'il y a toujours le côté, centre urbain, bien sûr. ville, et cetera. Mais, oui, ce que tu observes, généralement enfin, quand tu me dis 80 € avec le recul que j'ai, c'est pas énorme non plus, mais je me dis: «Oui, c'est quand même plus cher que ce que demande un prof», en tout cas dans le sud de la France que je connais, ils de on généralement les profs sont pas à 80 € de l'heure, quoi. Non, à l'individu, enfin, je dis l'individuel, mais généralement, ça peut être 60. L'indiv, ça peut être 50, 60 dans d'autres zones du sud. OK. C'est, Euh, peut-être un peu plus cher, bon, je mais connais c'est sûr pas qu'il assez, c'est pour y a ça que des je te profs demande. il y a des profs qui gagnent très bien leur vie aujourd'hui, parce qu'un peu comme le tennis, moi, on m'avait dit, j'ai pas connu, mais quand le tennis s'est lancé, enfin, c'est vraiment développé dans les années 80, on me disait, mais les profs, c'était les rois du pétrole. Mmh mh. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on me disait vraiment que c'était des belles années parce qu'il y avait les premiers arrivants pionniers qui voulaient faire paraître plus que les autres en mode je veux être le meilleur. Et donc ils étaient prêts, bah, un peu comme Hanouna qui va peut-être, bah, il
c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il paye des compagnons à ses côtés pour gagner des Bien sûr. tournois. Bah, on a ce côté amoureux, foufou, on veut être numéro un, donc on est prêt à lâcher des budgets dingues. Et on est dans cette phase de sport où en fait on est amoureux de ce sport et les gens sont un peu foufou et prêts à dépenser des sommes parfois supérieures à vraiment ce que ça devrait coûter. Ouais, il y a un effet nouveauté, C'est effectivement. ça. C'est ça. Certainement. Par contre, tu dis que le tennis, ça reste quand même, pour toi, aujourd'hui, une bulle, quoi. C'est peut-être une bulle qui va. Le paddle, je veux dire. Ouais, le paddle, ouais. Tennis, Ouais, ouais. ouais. Le paddle, bah, on, un économiste, ça n'a pas de boule de cristal, ça parle sur les faits actuels, s'il le Tout à fait fait. bien. Et aujourd'hui, je dis, bah, on a plein de constructions. Donc pendant 5 ans, on sait que le paddle va rester. Savoir si ça devait devenir plus fort que le tennis, comme en Espagne, personne ne le sait. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pendant 5-10 ans, le paddle sera là. Après, est-ce que ça redescendra à un sport comme le squash? Le squash, ils n'ont que 20 000 licenciés, c'est vraiment descendu le squash. Mais pourtant, dans les années 90 ou 80, le squash, tout le monde disait, ouais, c'est le sport du futur, etc. Donc, il faut rester quand même assez humble de ce côté-là en disant, ça peut arriver. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur 5-10 ans, ça sera là. Est-ce que ça redescendra au niveau du squash, du badminton qui a 200 000, 250 000 licenciés, ou que ça serait comme un nouveau tennis? Il y a un peu de vrai dans tout ça. Moi, je pense qu'on déjà que ça devienne comme le badminton, c'est-à-dire 200, 250 000 licenciés à terme et que ça reste, ça serait déjà une super réussite. Mais on n'est pas à l'abri, comme en Suède, que le marché, qui était trop développé évidemment, fasse une chute. Mais même en Suède, voilà, où il y a une sorte, pas de désamour, mais la bulle s'est cassée, ça Hmm. reste quand même un sport qui est joué. On n'est pas. Hmm. Mais On donc, est il à faut rester combien humble sur le on est à futur. combien de licenciés? On arrive à les compter, les licenciés, puisque du coup, c'est récupéré par la FFT. La FFT, elle a une licence que padel. Elle a une licence que paddle. Elle D'accord. vient d'annoncer 100 000 licenciés que paddle. OK. Euh, plus 150 000 multi-raquettes qui joueraient au paddle. Donc elle dit que c'est 250 000 personnes et D'accord. elle estime que c'est 500 000 pratiquants ou plus. Alors c'est toujours difficile OK. d'estimer les pratiquants. Le chiffre doit être C'est entre vrai, c'est 500 vrai. 000 et 1 million. Mhm. Licenciés, on doit être autour de ça, 200, 250 000. Ce qui est assez énorme parce que quand on réfléchit, il n'y a que des adultes en fait dans le paddle. Quand tu regardes le classement paddle, à 95%, c'est des personnes de plus de 18 ans. Donc, si on considère que la FFT, le tennis, c'était 1 million de personnes à l'époque, Mhm. 50-50 entre les jeunes et les adultes, ça veut dire Mhm. que 250 000, s'il y avait 500 000 adultes, en peu de temps, déjà, on est à un tiers de tous les adultes. Et j'ai beaucoup de départements où le paddle est plus puissant, enfin, plus gros sur le segment adulte que le tennis. C'est Et desquels, par exemple? tout ce qui est sur le sud de De la la France. Méditerranée. En fait, moi, D'accord. je compare le nombre de compétiteurs paddle avec le compétiteur tennis adulte. Ça, on a les données. Et en fait, on peut voir que bah, sur des départements comme Perpignan, Marseille, etc., le nombre de compétiteurs paddle est supérieur, ou commence à être supérieur, au nombre de compétiteurs tennis. Donc, en fait, c'est des indicateurs assez très voilà, factuels, où Oui, on se mais dit, bah, là, il y a quand même tu compares ce qui est comparable, en fait. je Donc, compare ce qui est comparable. Voilà. Donc je dis sur ça, j'ai l'impression que le paddle, c'est peut-être une bulle, hein, mais en tout cas aujourd'hui, bah, est plus joué à Marseille ou à Perpignan que le tennis. ouais, Sur les ça, adultes, sur les adultes, sur les adultes. ouais, ouais, mais on avait discuté une fois et tu m'avais dit que bah, oui, le padel est convivial au sens où il y a les tapas, il y a la bière, il y a aussi peut-être la possibilité d'organiser des tournois. Même, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais à la Fédé, je crois qu'il n'y a pas de restriction sur le nombre de tournois qu'on peut organiser, ou alors peut-être, mais bon, vous Par me rapport au direz en nombre de licenciés commentaire. par club, en fait, tu as une limite en fonction de ton nombre de licenciés. Mais en fait, une fois que tu as, je sais pas, 300 licenciés, tu as peut-être illimité au niveau des tournois. Donc, c'est pas, tu peux en faire plein. Il n'y a, Oui, y a tu pas peux en trop de faire limite. une fois par semaine, donc forcément, voilà. Alors qu'il me semble que les tournois de tennis, mais je ne suis pas spécialiste, en fait, il me semble que tu es limité, même dans tes TMC, tu sais, les tournois multichance. Bah, par exemple, donc il y a peut-être aussi, mais bon, les gens qui regarderont la vidéo et qui sont plus experts que moi nous diront en commentaire, j'espère. Il y a aussi ce côté, bah, c'est en plein boom parce qu'il y a plein de tournois, quoi, en fait. Il y a plein de tournois aussi, c'est vrai. Et c'est une manne financière. Alors, on parle aussi, en fait, on va parler du côté économique, mais il y a des clubs et des juges arbitres qui disent pour remplir les heures creuses les heures creuses quand il n'y a personne, eh bien, tout d'un coup, je fais un tournoi. Les gens qui sont fans des tournois, ils s'inscrivent pour augmenter leur classement. Et en fait, c'est une offre commerciale à travers les tournois. Tout à Moi, fait. ça, je condamne un peu. Enfin, je condamne un peu. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que le classement n'a plus trop de valeur une fois que tu passes la millième place. En fait, hein, le 30 millième et le 50 millième, ils ont exactement le même niveau, pour peu qu'il y en ait un qui a fait plus de tournois que l'autre. Alors qu'au tennis, il y a quand même ce truc qui est agréable, c'est de se dire, bah, j'ai un classement, et on peut plus ou moins se comparer. Un 15-3, c'est un 15-3, bon, plus ou moins fort peut-être dans une région, mais ça reste quand même pas mal. Mhm. Le paddle, c'est non. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu désorganisé. Donc, ce qui veut D'accord. dire que le classement est simplement un outil marketing.
pour une Ouais. partie. Combien ça coûte, du coup, un terrain de paddle? Parce que j'avais une question. Pourquoi c'est si coûteux pour une petite superficie? Ah oui, non, pardon, c'était pas le coût, pardon, du terrain de paddle. C'était pourquoi le paddle, finalement, c'est cher quand je fais de la location. On n'a finalement pas un grand terrain à couvrir, etc. Bon, ben, le prix n'est pas axé là-dessus, évidemment. Voire même, ben, tu vas te faire plaisir parce que tu vas moins courir, hein, Bien c'est sûr. moins fatigant. Et donc, peut-être que tu tapes plus de balles. Ça, je ne sais pas s'il y a eu des comparatifs ou pas. Tu vois, on tape plus de balles pendant un essai de Ah paddle bah, que de c'est tennis. sûr, c'est sûr. Moi, je dis que c'est Voilà. une des raisons du succès du paddle, c'est que, un, tu as deux chances de frapper, parce que tu as le mur derrière, donc si tu la loupes, tu peux réessayer, et tu as moins de chemin à faire pour ramasser les balles. Donc, en frappe par heure, tu as déjà un plaisir plus agréable de Oui. ce côté-là. Ça j'y crois. Oui, donc la question, c'est pourquoi, je pense, c'est si coûteux à la location et à 4 de surcroît. Mais tu l'as un petit peu expliqué, c'est-à-dire que c'est du privé, finalement, et qu'il y a un objectif de rentabilité. Voilà, Et que... dans le privé, c'est ça. Et le privé, c'est un peu une stratégie qu'ils ont aujourd'hui, c'est on a le public, donc le tennis, on sait que leur mission, c'est pas de faire du fric, entre guillemets. Donc, à terme, s'ils se développent, ils font des prix bas et donc ça sera un concurrent avec des prix qui font qu'on on ira dans le club de tennis parce que c'est moins cher. Donc Oui. aujourd'hui, leur stratégie, elle est plutôt de se dire je vais essayer d'emmagasiner le plus de fric possible sur les 5 prochaines années. Il y a cette bulle. Donc je vais laisser les prix très hauts et j'enquille le cash. Et dans 5 ans, limite, si le tennis me fait concurrence, c'est pas grave, j'aurai tellement gagné que le club fermera et puis voilà. Et donc il y a quand même cette stratégie opportuniste de c'est le Ouais, moment d'enquiller. Donc en plus, il y a des personnes qui sont prêtes à payer 20 euros à Paris. tout Je à me dis, fait. mais payer 20 euros l'heure et demie, ça me semble déconnant. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer ça et faire des tournois à 25 euros. Donc ils se disent, on en profite et on enquille. Donc le privé a vraiment une stratégie de ce côté-là. On enquille tant que j'ai pas de concurrence. Mhm. Alors que le public, ou en tout cas le club, on va dire Mmh. le club associatif, lui, c'est plutôt pour ramener des adhérents, des licenciés. C'est Évidemment ça. qu'il y a un côté économique, mais c'est peut-être pas leur préoccupation première, quoi. Mmh. C'est ça. C'est Mm. ramener de la vie au club et des licenciés. Ouais, c'est ça. Parce que effectivement, j'allais te demander le tennis. Alors, je le redis, je vais interviewer prochainement un sociologue sur le déclin supposé du tennis et qu'est-ce que ça veut dire aussi le déclin, sur quoi on peut se baser. Mais du coup, ouais, la stratégie, c'est de renflouer effectivement les caisses, quoi, tout simplement. Et du coup, recréer, comme tu disais, de la convivialité. Donc, est-ce que c'est pas, à ton avis, là où pêcherait le club de tennis qui serait moins convivial et qu'il faudrait, en gros, sur le tennis, s'il devait s'inspirer du paddle, qu'est-ce qu'il devrait prendre du paddle éventuellement pour redémarrer quand il stagne ou quand il baisse, quoi. Euh, alors, pour moi, le tennis a toujours cette stratégie, on forme des champions. Mhm. Le paddle, moi, je dis, un club de paddle, c'est pas un club de sport. Enfin, c'est pas un club de sportifs. Les personnes qui viennent, leur première raison dans les sondages, c'est le loisir. Ils s'en foutent de la compétition, entre guillemets, ils s'en foutent, c'est loin après ça. Mhm. C'est pas pour être plus beau, plus musclé ou plus je sais pas quoi. La première raison, c'est loisir et social. Donc, un sport qui dit demain on forme des champions et on va vous entraîner à la technique, etc., en oubliant cette partie-là, en fait, elle répond à une petite demande qui n'est pas la demande principale. Et pour moi, le tennis doit s'inspirer et accepter, c'est ça qui est dur, c'est accepter qu'en fait, on rentre dans une autre ère qui est Mhm. presque une ère, même en tant que professeur. Moi, j'aime bien former sur la discipline, sur la longueur, la régularité. Donc, j'aime bien voir la progression, mais on arrive dans une ère où les personnes veulent de l'immédiat. Et donc, c'est des nouveaux paradigmes qui sont un peu frustrants parce qu'il faut dire, c'est pas vraiment les sportifs d'avant comme j'imaginais. Je dois faire avec leur plaisir. Et dans leur plaisir, je dois intégrer de la technique, de la tactique et qui progressent. Mais je dois faire en sorte que le fil conducteur, c'est leur plaisir. Et Mhm. c'est vrai que c'est perturbant parce que c'était pas ça avant, c'était plutôt voilà, technique, on crée des champions, on est là pour progresser, d'être là toute l'année. Et donc en fait, pour moi, l'inspiration, c'est simplement de faire le deuil un peu, que aujourd'hui, on est dans l'ère du loisir et que le reste, on s'en fout un peu. Enfin, pour la plupart des gens, Mhm. ils sont là vraiment pour s'amuser. Ouais, Écoutez, bon, je pense que ça a été intégré. On en parle pas mal. Je pense qu'effectivement, les oui, Américains aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de changer, tout à fait. voilà, ils ont bien intégré que la compétition, je pense, ça concerne moins de personnes. Il y a moins de grands foufous de la compétition et des aficionados. Et ils ont toute quand même, je pense, une stratégie pour les enfants, pour les loisirs, etc. Mais c'est vrai que c'est un mode de consommation d'un sport
qui est, certainement très différent aujourd'hui et c'est d'ailleurs comme ça pour ça que les enseignants suivent des formations Bien en ce sûr. sens. Alors certains aiment pas trop parce qu'ils vont te dire: «Bon, on fait de l'animation», enfin, tu vois? Mais ouais, c'est particulier. Et Mais ouais. aussi, c'est un point de vue. Ce qui nous a formés en tant que tennisman, c'est quand même qu'on était très dans la compétition dès le plus jeune âge. En fait, la difficulté du tennis et du tennisman, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de tennisman qui arrivent dans le paddle. Et l'ambiance a changé du paddle. Pourquoi elle a changé? Parce que Mmh. le tennisman, homme plus que femme, hein, en tant que professeur, il y a une vraie différence homme-femme, c'est qu'il veut se comparer tout le temps. T'es combien au classement? Moi, Oui, c'est vrai. quand j'arrive dans un club, c'est moi, je suis 5500e. C'est un sport qui est quand même très jeune. 5500e français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais tu as l'impression d'en face de toi d'avoir le mec qui est. Et c'est un sport qui n'est pas encore très professionnel, je veux dire. Mais il y a des égos, souvent du tennis, malheureusement, Ouais, où les ouais. personnes sont sur la comparaison. Et pour moi, en fait, le tennis avait quand même, quand tu étais tout d'un coup que 15-3 ou que 15-5 ou que 15, tu es toujours le petit de quelqu'un. Mmh. Et c'est genre. Et ça, tout d'un coup, dans le paddle, ça brise tout parce que le côté social, c'est de se dire bon, bah, je sais pas, je suis 15-3, moi, j'ai joué avec des 30 ans, je peux m'amuser, je vais me faire des petits exercices. Et c'est ça qui doit être la primauté du loisir, de dire bon, tant que je peux m'amuser un peu, ça va. Mais le tennisman, il veut sa partie exactement avec des mecs 15 comme lui. Et donc, ce qui fait qu'il y a dans les comportements quelque chose qui est quand même très élitiste et qui peut, voilà, on crée des petits groupes WhatsApp entre nous pour dire, voilà, c'est les gens qui jouent bien, il y a les gens qui jouent pas bien, etc. Et Mmh. c'est quand même des ambiances particulières. Et beaucoup de gens disent, Peut-être que voilà, le paddle a changé finalement à cause de ça. ouais, peut-être que finalement les tennisman vont casser le tennis finalement s'ils ne changent pas, Bah, de logiciel, quoi. la compétition en général très individuelle, sachant que c'est un Mmh. sport de double en plus. Donc quand quelqu'un dit, voilà, je t'ai battu, je dis, non, non, vous avez une équipe, etc. Mmh. C'est vraiment la mentalité qu'il faut changer. Et pour moi, on nous a gravé au tennis ce côté compétition, t'es seul, il faut se comparer. Et donc ça, c'est très dur parce que ça mettra peut-être quelques générations à changer Mmh. cette essence du sport. Ouais, tout à fait. On va terminer l'interview, par la dernière question. Est-ce qu'il y a des mythes autour du padel que tu aimes bien auxquels tu aimes bien tordre le cou? Il y a des tu vois, des mythes ou des images d'Épinal comme ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, ce côté-là, le paddle, c'est plus marrant que le tennis. Non? Moi, je casse cette idée parce que je dis, attendez, le tennis, c'est quand même un sport qui a un siècle. On a tous regardé des matchs incroyables, on a tous joué en nous imaginant qu'on était Sampras, Federer, etc. Donc, je ne crois pas, voilà, que le paddle en fait gagne simplement parce que c'est plus marrant. Je crois qu'il y a avoir cette idée en mode, ouais, c'est des sports plus ludiques. Oui, c'est une partie, mais je pense que le problème est plus profond et plus humain et plus opérationnel. Et aujourd'hui, au final, le privé, pourquoi ça plaît, c'est que nos clubs de tennis qui datent des années 70-80, ils sont vieux, les vestiaires sont vieux. Et à un moment, tu as une partie de la population qui a les moyens, qui se dit, bah, quand je paye 12 euros ou 13 euros, bah, je veux simplement qu'il y ait un bar sympathique, une personne qui me dise bonjour. Et dans beaucoup de clubs de tennis, moi, je suis allé, bah, ils me disent, bah, allez, paddle, c'est là-bas. Tu sais, un peu genre, ouais, ceux qui savent pas jouer au tennis, des bonnes douches, en fait, une expérience client qui soit à peu près agréable. Mmh. Et pour moi, c'est ça qu'il faut changer, c'est se dire, c'est pas tellement le côté ludique, c'est l'expérience client sa globalité, mais qui, dans une association, ce mot-là, parfois, ça peut être un peu gros mot parce qu'on s'imagine que c'est pour faire du fric, mais en fait, c'est simplement de dire non, mais on a envie de passer un bon moment et on est prêt à payer. En fait, c'est ça, c'est que on est prêt, même dans un club de tennis, à payer plus pour un meilleur service. Donc, il y a cette première idée. L'idée que le paddle est un sport de jeunes et citoyens. Le paddle, Mmh. aujourd'hui en tout cas, c'est un sport de personnes plutôt riches, de personnes, on va pas se mentir, blanches. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mélange social, etc. Inclusif. Mmh. Ça reste quand même sur une caste de personnes, de population. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais Non, c'est quand je juste. revois dans les articles, le paddle va permettre de mélanger la population, etc. Non, je dis c'est comme un golf, c'est très bien, mais c'est assez caractéristiques positives et négatives. Mmh. Et on est là, généralement dans le privé, le paddle est là. Moi je dis souvent, c'est pas un sport, c'est un sport, mais c'est surtout un lieu social, c'est un bar sportif. C'est-à-dire que moi, il y a souvent dans le privé des personnes qui disent, moi j'ai un bar et en fait j'ai mis du paddle, mais j'aurais pu mettre des fléchettes là, etc. Et en fait on y va parce que c'est un lieu de vie. Et ce qui est l'inverse du tennis, on allait jouer au tennis et après on prenait une boisson. Là, c'est l'inversé. Je vais au bar et, à petite anecdote, dans certaines villes de France, le bar des clubs de paddle privés, c'est le troisième bar de la ville en termes de volume de bière. C'est-à-dire que ça fait la compétition des bars du centre-ville en termes de bière. Donc,
Preuve en est que on est là pour la bière, boire un coup, s'amuser, avec une thématique sportive, avec un sport amusant, qui, ce sport-là, pourquoi il est intéressant d'un point de vue du bar, c'est que vu que c'est un sport ludique où la technique n'est pas si importante, des copains qui n'ont pas le même niveau peuvent s'amuser ensemble. Et ça, c'est le tennis, au final, si on changeait un peu la balle, Mmh. un moins bon pourrait jouer avec un meilleur. Et le paddle et le pickle, ce qui est bien, c'est qu'au final, vu que la technique n'est pas prédominante, eh bien, on va dire qu'un 3-6 pourrait jouer avec un 32 et continuer à s'amuser dans un groupe de potes. Donc, les groupes de potes peuvent venir et aller au bar. Et en fait, c'est ça la Bon. force vraiment du paddle, c'est le fait que ça lisse les niveaux et donc ça permet la cohésion familiale, d'amis, etc. autour Mmh. d'un bar, parce que le bar est quand même central. Ouais, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour, ton temps. Bah, de rien, au Super plaisir. intéressant. Et puis on va voir s'il y a des commentaires effectivement quand j'aurai Ouais, posté bah, la vidéo. Soyez attentifs à la petite clochette. Et puis voilà, on attend vos commentaires. Merci Romain, c'est toujours, très intéressant de discuter avec, des gens qui ont, comme toi ce savoir économique là pour le coup, mais aussi, temporel j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose que tu suis depuis longtemps et on peut comparer ce qui est comparable et bien notamment sûr. voir comment ça se passe dans un autre pays et les différences culturelles éventuelles à venir. Mais c'est peut-être encore un peu trop tôt, je pense, pour, voir s'il y a des différences vraiment culturelles entre l'exemple espagnol ou le modèle espagnol. Je ne sais pas si c'est un modèle pour la France, mais en tout cas nous, ce qui se passe chez nous, quoi. Et par contre, dernier détail, par exemple, on sait, quand tu me disais est-ce que c'est une bulle ou pas, Oui. l'Italie, ils ont 10 000 terrains, le Benelux, Belgique et Pays-Bas et Luxembourg à eux trois, ils ont 5 500 terrains. Donc, à taille équivalente, on sait qu'on est en retard. Et culturellement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au niveau de l'Italie. Donc, en fait, c'est pour ça que sur les 5-10 ans, on est à 3 500 chez nous au terrain, il y en a 10 000 en Italie, donc on peut dire qu'on a encore, au rythme de 1000 terrains par an, à Mmh. 5-10 ans de croissance. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à nos conclusions. Parce qu'il n'y a pas de raison que la France soit tout d'un coup anti-paddle par rapport au Anti-Paname. Benelux ou par rapport à l'Italie. Ouais, je comprends, je comprends. Bah, écoute, on se donne rendez-vous dans combien alors pour en rediscuter? J'espère très rapidement. OK. Merci à toi en tout cas. Merci. Ciao. Ciao.